roman de Augustine Buteau, publié chez Calman Lévy éditeur sous le pseudonyme de Jacques Vontade, intitulé La lueur sur la cime. Exergue de Henri de Régnier. T'importe la terre où mènent les chemins. Sois heureuse d'hier et sûre de demain. N'as-tu pas, par ta chair divine et parfumée, l'ineffable pouvoir de pouvoir être aimé? Henri de Régnier. À Achille Eman, en témoignage d'une ancienne amitié. À la princesse Alexandre de Caraman-Chimay, en témoignage d'affection profonde. Première partie. Jacqueline? Bien oui, c'est moi. Tâche d'avoir l'air moins stupéfait. Je vais croire que tu ne me reconnais pas. Ma vieille chérie, vrai, vrai. Te voilà. Est-ce possible? Quel bonheur! Tant pis pour les gens, embrassons-nous. D'un geste fervent, madame Desmoustiers attira la tête brune de Leonora Barozzi. Mais la jeune fille se dégagea. Écartées l'une de l'autre, elles s'examinaient anxieusement. Sens-tu combien cela m'émeut de te retrouver? Dit Jacqueline après un court silence. Jacqueline? Eh bien oui, c'est moi. Tâche d'avoir l'air moins stupéfait. Je vais croire que tu ne me reconnais pas. Ma vieille chérie, vrai, te voilà. Est-ce possible? Quel bonheur! Tant pis pour les gens, embrassons-nous. D'un geste fervent, madame Desmoustiers attira la tête brune de Leonora Barozzi. Mais la jeune fille se dégagea. Écartées l'une de l'autre, elles s'examinaient anxieusement. Sens-tu combien cela m'émeut de te retrouver? Dit Jacqueline après un court silence. On est toujours surpris de constater que ceux qu'on a oubliés s'obstinent à vivre quand même. Ah, Dieu, t'oubliais toi? Tu viens d'arriver? Non, je suis ici depuis avant-hier. J'ai déjà entendu l'or et la walkure. Tu ne m'avais donc pas encore vue? Si. Pourquoi n'es-tu pas venue tout de suite alors? Je craignais de t'importuner. Léo, je t'en prie, je suis tellement bouleversée. Quand je t'ai entendu dire mon nom, j'ai eu un choc. Tu ne peux pas savoir, j'ai reconnu ta voix à l'instant même. Il m'a semblé que le passé m'empoignait aux épaules, mon cœur d'autrefois a sauté dans ma poitrine. Les choses que je regardais se sont disloquées comme un décor qu'on ôte. J'ai vu le jardin du couvent. Te souviens-tu? Oui, oui, j'ai la mémoire très nette. Ne nous attendrissons pas, veux-tu? Je déteste la sensiblerie. La vie m'a durci depuis le temps où nous avons cessé de nous écrire. Pauvre toi, tu me raconteras, mais au fait, que t'est-il arrivé pour que nous n'écrivions plus? Je ne me rappelle pas, ça paraît inexplicable, fou. Mademoiselle Barozzi serra les paupières, comme afin de mieux voir quelque objet lointain. Son froid et magnifique visage prit une expression d'ironie. Il est assez plaisant, dit-elle, que ce soit moi qui doive te renseigner sur la raison de tes actes. Tu n'as plus répondu à mes lettres dès que tu as été mariée. Je suppose que tu étais requise par de puissants intérêts, l'amour ou des soirées, qui ne te laissaient pas de temps pour cultiver notre amitié de petite fille, c'est parfaitement naturel. Toujours ton goût de faire souffrir, tu n'es pas changé, ni toi. Je vois que tu as encore les larmes près des paupières, et sans doute la même faculté d'oublier vite ce qui t'a fait pleurer. Du bout de son gant, madame Desmoustiers sécha l'angle de ses yeux, puis, la voix un peu sourde, combien de temps restes-tu à Bayreuth? Demanda-t-elle. La fin du ring, Parsifal, le vaisseau et le ring, encore une fois.
10 jours, nous aurons le temps de causer, si tu veux bien. Certainement, je veux bien. Je me suis décidée à t'approcher parce que j'ai un stupide désir de tourmenter mes vieilles plaies. J'ai cru d'abord, en te voyant, ne sentir que ma rancune. Je me trompais. J'ai aussi de la curiosité. Es-tu heureuse? Est-on jamais heureux? Pour l'instant, je suis troublée jusqu'au fond de moi-même. Voilà tout ce que je puis te dire. Il y a de la peur dans mon plaisir. C'est probablement très simple que nous nous rencontrions ici. Je n'arrive pas à me le persuader. Il me semble que c'est extraordinaire et un peu terrible. Je suis émue comme si je venais d'assister à un de ces accidents qui déterminent l'avenir. Au moment où tu m'as abordé, j'étais dans une disposition si étrange. Ce premier acte de Siegfried m'exalte, mais c'est autre chose que la griserie musicale, cette agitation qui m'a fait laisser là mon mari et l'ami qui voyage avec nous. Comment te dire? Je sentais en moi un incroyable tumulte, comme si la jeunesse universelle eût gonflé mes muscles et fait ma poitrine trop étroite pour mon souffle. C'était un vertige, la certitude d'être toute proche d'un grand destin. Et en guise de destin, tu m'as rencontré, médiocre affaire. Du reste, j'avais tort de dire que tu es la même qu'autrefois. Je ne te connaissais pas tant de lyrisme. Est-ce le mariage qui a produit ce somptueux résultat? Je ne sais pas. Je ne sais rien de moi aujourd'hui. Même, je me demande si j'en ai jamais rien su. C'est l'irritation chromatique. Le vieux sorcier sensuel savait comment s'y prendre pour affoler les sensibilités. Tu l'adores naturellement. Qui, Wagner? Oh oui, il fait surgir de moi des forces secrètes. C'est un tel maître de l'énergie. Non, un professeur de désir, ce qui est bien différent. Tu te laisses prendre à ces trucs, pauvre Jacques. Et ce bonnet de Siegfried t'enchante naturellement. Un bonnet, Siegfried? Tout l'héroïsme de la joie, la magnification du vouloir libérer. C'est une petite brute qui court vers son plaisir en gesticulant, riposta mademoiselle Barozzi avec un demi-sourire qui découvrit ses dents pures, parfaitement régulières, à l'exception des canines, dont la saillie donnait un peu de férocité à sa figure de médaille syracusaine. Voilà des gens qui te cherchent. Qui est-ce? Ajouta-t-elle, coupant la réponse de Jacqueline. Obéissant au geste d'indication que faisait Léonora, madame Desmoustiers se retourna. Où? Ah oui, c'est mon mari et madame Simpson. Comment as-tu deviné qu'ils me cherchaient? Viens, je vais te les présenter. C'est ton mari? Il faut que je te quitte. Je dois voir quelqu'un. Nous nous retrouverons ce soir après le théâtre. Veux-tu dîner avec nous? Je ne peux pas, au revoir. Au revoir, mais sûrement, tu as tout à coup un air si bizarre. On dirait que tu ne peux plus supporter d'être avec moi. Que t'arrive-t-il? Rien. Ça m'agace de sentir que je fais attendre. Sois tranquille, je ne vais pas prendre le train. Si je ne voulais plus te voir, je le dirais, et ce serait comme j'aurais dit. Léonora s'éloigna d'un pas vif. Jacqueline regarda filer, presque entre les groupes, sa silhouette d'une vigueur déliée, puis, lorsqu'elle ne vit plus même le chapeau sombre sur la masse des cheveux noirs, sa solitude prit un goût de détresse. Elle chercha des yeux son mari. Monsieur Desmoustiers venait de s'arrêter. Il causait avec deux femmes. Lentement, Jacqueline marcha vers eux. Elle imaginait leurs propos. Une des belles dames balançait sa tête coiffée délicieusement et de la main faisait un geste las où s'exprimait le désarroi des admirations excessives. Elle devait dire ah, ce Wagner. Jacqueline tourna court et vint au bord de la terrasse. Tranquille, plate et rose, Bayreuth était couché dans le calme de sa plaine. Une cheminée d'usine fumant contre le ciel pâle
veillait seul au-dessus de la petite ville engourdie. Tous les angles s'amortissaient dans la brume moite qui baigne de douceur le paysage bavarois. Autour de Jacqueline, la foule cosmopolite, heurtant des colorations discordantes et des syllabes disparates. Les visages, les attitudes avaient une expression hâtive, un style instable, le caractère du momentané en contraste avec la béate immobilité du panorama qui faisait songer à l'asile définitif où, là de sa course, le temps se fût arrêté pour mourir. Madame Desmoustiers perçut cette position. Ses nerfs en furent davantage exaspérés. Elle regarda le ciel, où des nuages lents s'étiraient, et, inquiète de si mal comprendre de quoi elle souffrait ainsi, essaya de fixer sa pensée palpitante. L'exaltation triomphale dont elle vibrait en sortant du théâtre fléchissait, vaincue par la reviviscence du passé. Léonora ne s'était guère trompée en l'accusant de l'avoir presque complètement oubliée. Le souvenir de cette amitié n'était pas le seul qu'elle eût laissé s'engourdir dans son accoutumance à vivre l'heure présente avec une curiosité impatiente de ce qu'apporterait l'heure prochaine. Depuis des mois, des années peut-être, elle n'avait pas trouvé le temps ni eu le goût d'une régression vers les lointains de sa jeunesse. Déshabituée de cette flânerie du cœur qui ranime doucement les scènes d'autrefois, elle subissait en violence et en désordre l'envahissement de ses visions. Elle soupira de lassitude, comme si ces êtres et ces choses, surgis malgré elle, eussent pesé sur ses épaules du poids réel des gestes familiers. L'ennui fade des heures de l'enfance l'opprima. Ses camarades de couvent faisaient autour d'elle un murmure fastidieux de récréation, un pépiment de volière. À peine dans la troupe confuse distinguait-elle la mince figure pensive de Léonora, ses cheveux en natte énorme et bien lissés, le cordon bleu des enfants de Marie coupant son corsage. Tout à coup, sans comprendre d'où venait l'acuité extraordinaire de ce réveil de mémoire, elle vit sa mère. Et, comme la fée qui au théâtre écarte d'un geste impétueux les gnomes et les génies d'un ballet, cette image demeura seule en elle, au milieu d'un grand silence. Jacqueline n'avait pas eu avec sa mère cette intimité passionnée qui est un des modes de la sensibilité contemporaine, et la mémoire ternie qui lui en restait n'occupait pas les premiers plans de sa vie. À la revoir si exacte, elle éprouvait la même surprise effarée qui l'avait secouée en entendant tout contre son épaule Leonora Barozzi l'appeler par son nom. Une tendresse frissonnante et douloureuse, une grande pitié courait en elle, l'épuisant d'une faiblesse pareille à celle qui accompagne la reprise de conscience après les syncopes. Pauvre maman, ses lèvres remuèrent comme pour prononcer cela. Mais de quoi plaignait-elle ainsi sa mère à demi oubliée? De cet oubli dont tout à coup elle avait honte, ou d'autre chose encore? Elle examinait l'image soudain rafraîchie et vivante de cette disparue dont peut-être elle tenait des instincts jusque-là ignorés. Elle se forçait à retrouver les traits bien rythmés, l'attitude contenue, la taille longue, le geste énergique et resserré qu'avait eu Madame de Lancereau. Elle ne pouvait ni ne voulait détacher d'elle sa pensée,
car il lui paraissait qu'à la comprendre enfin elle trouverait l'explication du trouble singulier que venait de mettre en elle la musique et la rencontre de Léonora. Cet étourdissant conflit des mémoires anciennes et de l'aspiration vague et puissante vers un avenir sans forme définie lui donnait l'impression d'être habitée par une âme inconnue qui voulait d'elle des choses impossibles à deviner. Rejetée vers le souvenir de sa mère, y cherchant un point d'appui, elle découvrait un sens émouvant à cette personnalité discrète, élégante de façon et de sentiment, et s'accusait de l'avoir méconnue. Que de fois elle s'était irritée de trouver trop différent du sien ce caractère uni. Elle avait dédaigneusement jugé le formalisme étroit de la mondaine éprise de ses devoirs. Souvent elle s'était dit qu'il y avait de l'impuissance dans son humeur sans éclat ni élan. Elle, en qui palpitait tant de vie désireuse, s'indignait de n'apercevoir jamais les lassitudes et les mélancolies des cœurs ardents chez cette femme, incapable d'abandon. Obstinée mais très douce, madame de Lancereau était péremptoire dans l'étroit domaine où la cantonnait le dépotisme déférent de son mari. Elle se montrait, oula, elle se montrait serve de la tradition, s'affirmait l'apôtre fervente des médiocrités du sentiment et condamnait toute ambition. Parce que, disait-elle, chacun doit être satisfait de la place qu'il occupe et borner son effort à l'embellir sans la quitter. Elle pensait que tout malheur, dignement supporté, se change en joie fière, et sa patience lui faisait un regard éloquent et pur. Certes, elle avait dû avoir le vrai sens de sa vie, car autour d'elle régnait la paix. Pourquoi n'avoir pas su l'aimer? Que de tendresse il y avait sans doute sous la froideur souple et sereine qui avait déçu l'enfant trop véhémente. Jacqueline la revit sur son lit d'agonie, mourant avec la claire conscience qu'ont parfois les phtisiques. Charmante encore, soignée, soucieuse de la bonne tenue de sa chambre, appuyée sur ses oreillers, calme après les sacrements, les cheveux en ordre, elle parlait presque jusqu'à la fin, de sa voix un peu rauque, interrompue par l'étouffement. Le goût délicat qu'elle gardait jusqu'en un tel moment ôtait toute impression de tragédie à cette scène si simple. Les plus minimes détails s'imposaient au souvenir de Jacqueline. Un tic-tac de pendule, le bruit plat des voitures écrasant la paille de la rue, un rayon de soleil sur un bouquet de camélias, la fleur que préférait madame de Lancereau parce qu'elle est sans arôme, et la figure diminuée d'une pâleur grise creusant la batiste du poil lugubre de la défaillance suprême, et le mystère des beaux yeux myopes dont le regard semblait tourner en dedans. D'une voix lente, rompue par la suffocation, elle conseillait l'endurance, la règle et le dévouement. Elle répétait une phrase que sa fille avait bien souvent entendue. Il faut, sur toute chose, rester fidèle aux engagements pris. La révolte est un crime, elle démoralise autrui. Le premier devoir, c'est l'exemple. Nul n'a droit au scandale. Pourquoi avait-elle dit cela? Inquiétude de pressentir en sa fille une dangereuse fin de bonheur, ou bien désir de se convaincre soi-même que cette loi où sa ténacité l'avait maintenue était si dure qu'en parut l'observance, la bonne loi, car elle avait dû souffrir, cette grave personne si calme. N'avait-elle pas deviné les trahisons de monsieur de Lancereau, éprouvé la gêne de la mainmise sur sa liberté par l'homme, dont elle restait malgré tout l'amie dévotieuse?
Elle avait le goût de se soumettre, songea madame Desmoustiers. Elle aimait obéir à mon père, à son confesseur, à l'opinion mondaine, et il lui plaisait de me forcer à lui obéir. Elle disait que la soumission crée de l'harmonie. D'une saccade, l'esprit captif de Jacqueline échappa. Une autre image se dressait. Siegfried tranchant l'enclume au fil de son épée divine. Les éclats cuivrés de la volonté ardente et libérée la traversèrent de leur âpre joie, et de nouveau, mais avec une force de révolte, toute la jeunesse du monde gonfla ses muscles et magnifia son espoir. Quelque chose en elle rafraîchissait son sang, lui faisait les nerfs vibrants et heureux. Elle sortait de ses souvenirs comme d'un lieu sombre, avec une sensation physique d'éblouissement. Le paysage prit une clarté de cristal. Elle respira profondément et goûta la détente d'un large bonheur ambitieux. Pourquoi sa sensibilité oscillait-elle ainsi? Qui est-elle? Le matin même de ce jour-là, elle avait constaté sa résignation un peu mélancolique à une vie douce, unie, satisfaisante en somme. Rien n'était advenu d'autre que la rencontre d'une amie d'enfance, et sa torpeur se changeait en folle impatience. Son destin n'était-il pas achevé? Elle était heureuse. Elle aimait l'homme à qui elle s'était donnée, lui aussi l'aimait. Ah non, non. Son cœur s'efforça en battements irréguliers. Ce n'était pas cet amour-là dont elle avait entendu la grande clameur dans les véhémences de la musique. Ce n'était pas cela qu'elle rêvait jadis, penchée au bord de la vie mystérieuse. Cette affection distraite qu'elle avait pour son mari, ces flirts dont elle s'amusait un moment et qui sitôt la lassaient, ce n'était pas l'amour. La rêvasserie obsédante et contradictoire s'interrompit. Il y eut dans le tumulte intérieur de Jacqueline un silence haletant, pareil à celui qui fige les foules bruyantes en l'attente d'un spectacle lorsqu'une voix a crié « Le voilà !» L'impression était singulière. Il lui parut que tout près d'elle, quelqu'un l'avait appelée. Machinalement, elle tourna la tête. À quelques pas, immobile, un homme la regardait. Il avait un visage courbe, sec et mince, une de ces beautés sombres et maléfiques comme on en voit aux portraits élégamment féroces des Italiens de la seconde Renaissance. Dans le dur regard posé sur elle, Jacqueline aperçut une volonté cruelle, de l'orgueil irrité, le goût et la certitude de vaincre. L'expression du personnage était si active que madame Desmoustiers eut peur qu'il ne s'approchât davantage pour lui parler. Elle marcha très vite vers le théâtre. Son mari et madame Simpson la rejoignirent. « Vous voilà enfin, dit André. Où étiez-vous passé? Je vous ai perdu de vue depuis le moment où vous avez quitté cette belle personne brune avec qui vous causiez. Je l'avais aperçue hier déjà. Qui est-ce? Léona Barozzi, mon amie de couvent. Vous savez, la fille de la cantatrice allemande, la Hellmann Barozzi. Je ne l'avais pas rencontrée depuis notre mariage. Quelle admirable tête, n'est-ce pas? Elle est assez bien, mais cocasse, un air exotique, vaguement rasta, dit madame Simpson. Et d'un geste fin, elle vérifia la rectitude de la longue cravate noire qui s'enfonçait dans sa ceinture, coupant le flou rouge du corsage. Pourquoi ne m'avez-vous pas fait signe? J'aurais été ravie de la connaître, fit André Desmoustiers d'un ton cordial. Maud Simpson reprit. Et vous avez eu bien tort de ne pas rester avec nous, ma chère. Vous vous seriez divertie. Nous avons rencontré une collection de grotesques ineffables. La belle Steinweg d'abord. Elle est arrivée ce matin. Nous l'avons trouvée à demi pâmée sur une tasse de Weiss café. Évidemment, elle venait de se faire une piqûre,
car elle était en extase. Elle ne voulait absolument parler que de Wagner, et avec des yeux dont on ne voyait plus que du blanc. C'était à croire qu'elle se regardait le cerveau pour se rendre compte de ses idées. Du reste, ça enchantait les hommes qui passaient. Sans doute ces airs-là leur rappellent les minutes triomphales où il se persuade que pour rendre une femme heureuse, il n'y a que les Audichans sont là aussi. Monsieur d'Audichant, fou furieux d'ennui, n'osant pas le dire, se rattrape en injuriant la nourriture tudesque avec un air de sérieux effroyable. La figure qu'il prend pour flétrir le gouvernement républicain. S'il y avait seulement 50 Français aussi mal disposés que lui pour l'Allemagne, vous auriez tôt fait de reprendre l'Alsace et la Lorraine. Qui avons-nous vu encore? Ah oui, Albert Marlette est perdu. Il ne nous a pas permis d'ignorer que la musique de Wagner fut d'abord métaphysique et ensuite vireuse. Il est fort indigné qu'on ne joue pas Tristan cette année. Sa confiance était sans bornes. Il a bien voulu nous apprendre que, lorsqu'il écoute le grand duo du second acte, il éprouve d'une façon complète tous les agréments de l'amour. La musique, au contraire, de l'effet qu'elle produit sur Madame Steinweg, lui met les yeux hors de la tête. D'ailleurs, ils sont fort bien, ces yeux, même dans les moments où on peut craindre de les voir tomber sur ses bottines. Moi, je le trouve absurde, dit sèchement monsieur Desmoustiers, mal élevé, et poseur comme pas un. Avez-vous rencontré les Castenay, Jacqueline? J'ai causé un moment avec eux. La bêtise des gens s'exaspère ici. À Paris, on peut échanger une vingtaine de phrases avec Castenay sans avoir envie de le tuer. Mais à Bayreuth, ils ont amené un mioche dont madame Castenay garantit la précoce passion pour la musique. Il paraît qu'il a dit sur Laure Durin des mots d'une profondeur déconcertante. Le pauvre moutard, entendant qu'on parlait de lui, a lâché son nez, dont il s'occupait avec ferveur, et, désireux de justifier l'admiration de sa bonne mère, m'a demandé: C'est un ours pour de vrai, pas, m'sieur, qu'il tirait par une corde le grand en chemise? Il fallait voir la figure de madame Castenay. Ah, la fanfare, venez-vous? Jacqueline suivit son mari et madame Simpson, qui, relevant sa jupe avec un mouvement d'une élégance volontairement étriquée, marchait en avant, le ventre effacé, la gorge tendue, à demi souriante et parfaitement jolie. Monsieur Desmoustiers et elle causaient gaiement. Jacqueline examina André avec une attention soudaine. Il parut différent de l'image atténuée par l'accoutumance qu'elle se faisait de lui. Elle le trouvait plus beau. La grâce aiguisée de son masque, la câlinerie moqueuse de ses yeux inquiets, l'insolence gaie de sa bouche l'émurent. Quel air de jeunesse active il avait! Il écarta un gros Allemand qui barrait la route à madame Simpson, et dans ce geste qui effleurait, Jacqueline perçut la force contenue du geste qui pourrait briser. Il était énergique, violent. Qu'y avait-il d'obscur dans cette vitalité qui s'exprimait en agitation joyeuse ou en tourment? Que savait-elle de lui? Qu'il était en verve et déprimé dans le même instant, et sans cause discernable. De manière tendre, avec souvent un air de songer à d'autres choses qu'à celles qu'il disait, d'une sensualité aiguë à réaction d'indifférence profonde, changeant et pareil, insaisissable, secret en somme, et elle découvrit que depuis les 8 années qu'elle vivait à côté de cet homme, jamais elle n'avait songé à s'informer de ce qu'il était, ni lui d'elle. Une femme se retourna et suivit André d'un regard insistant. L'expression de ses yeux était équivoque, souriante et anxieuse. Jacqueline en eut de l'irritation. Marchant plus vite, elle se rapprocha de son mari et lui prit le bras. Deux.
Tu t'es fait attendre, princesse Léo. Je commençais à craindre qu'il n'y eût un malentendu, dit madame Desmoustiers en se levant pour accueillir son amie. C'était à l'Ermitage, dans le parc de la margrave Villemine. 10 heures venaient de sonner. Des vapeurs mauves traînaient encore sur le bassin, dont l'eau alourdie par l'enchevêtrement vert des nymphéas et des lentilles avait d'épais luisants laqués. Les grands arbres taillaient le sol d'une ombre régulière, où il faisait humide et frais. Dois-je m'excuser dit mademoiselle Barozzi après s'être laissée embrasser. Les pauvres personnes de ma sorte subissent des servitudes professionnelles. J'ai dû aller chez madame Wagner pour me faire entendre à un impresario qui organise une tournée. Ah, tu chantes comme ta mère, c'est vrai. Tu avais une si belle voix. Est-ce curieux que jamais je n'ai vu ton nom dans un journal de musique? Je ne chante pas, je racle du violon. Et c'est tout simple que tu n'aies pas reconnu mon nom d'artiste puisque tu l'ignores. Sur les programmes, je m'appelle Marthe Elding. Comment c'est toi? Marthe Elding, mes chéris, tu es horriblement célèbre alors, s'écria Jacqueline d'un accent très tendre. Je connais des tas de gens qui sont fanatiques de ton talent. Je savais bien que tu étais de la race des grands artistes, et ça me fait plaisir. Ah, tant de plaisir que tu réussisses. Mais pourquoi n'avoir pas gardé le nom de ta mère? Il me semble que ça t'aurait servi au début. J'ai préféré me tirer d'affaire sans être aidée par rien. Tu es donc seule ici, ton mari? Je l'ai envoyé au bas du parc avec madame Simpson. Tu comprends? Je voulais que nous pussions causer tranquillement. Qu'est-ce que cette madame Simpson qui a un nom anglais et parle l'argot comme si elle n'était jamais sortie de Paris? Elle m'a bien déplu hier soir, pendant les 5 minutes que je suis restée à votre table, presque autant que je lui déplaisais, et ce n'est pas un peu. Son père et son mari étaient anglais, sa mère française. Elle a été élevée en France, elle est veuve, riche, elle voyage beaucoup. Je l'ai connue à Luchon, et comme elle a passé les 2 derniers hivers à Paris, nous nous sommes liés. Elle est intelligente, ou plutôt, elle a de la drôlerie dans l'esprit, un sens amusant de la caricature. C'est une excellente musicienne, nous déchiffrons souvent ensemble. Elle est de rapport agréable, pas pesante, fantaisiste. Elle plaît beaucoup aux hommes parce qu'elle les injurie avec un air de ne pas faire cas d'eux. Au résumé, je m'aperçois que je ne sais pas grand-chose d'elle. On ne sait jamais rien sur les gens. Jusqu'au moment où on a vu la couleur de leur sang et où on leur a montré la couleur du sien. Monsieur Desmoustiers semble avoir beaucoup de goût pour cette belle dame. Oui, il flirte. Ça t'est égal? Très égal. André flirte avec tout le monde, et c'est sans aucune importance. Quelle drôle de figure tu as. Tu es contente de ce que je viens de dire, ou bien te moques-tu de moi? Non. Si tu es sincère, ton indifférence au flirt de monsieur Desmoustiers prouve que tu as des vues saines sur le mariage, voilà tout. Et toi, toujours le même dédain pour cette honorable institution? Tes idées sur l'indépendance de la femme n'ont pas changé? Un peu. Celles que j'ai maintenant sont plus absolues que celles d'autrefois, mieux justifiées aussi. Alors, tu n'es pas amoureuse de ton mari? Je l'aime beaucoup, mais, en effet, je crois que le sentiment que j'ai eu pour lui jusqu'ici ne peut pas s'appeler amour. Pourquoi dis-tu jusqu'ici? Parce que c'est si étrange tout cela. Depuis hier, depuis le moment où je t'ai rencontré, j'ai des impressions nouvelles. Je ne pourrais pas te les expliquer, c'est trop confus encore. Nous en reparlerons quand j'y verrai plus clair. Pour le moment, dis-moi, toi, ça m'intéresse tant. Tant que ça, vraiment, j'ai des doutes. Aussi bien, n'est-ce pas, pour satisfaire ta brûlante amitié, euh, qui m'a laissé en oubli pendant plus de 7 ans, que je parlerai de moi, mais égoïstement pour me soulager un peu. Il y a si longtemps que je ne dis que des paroles indifférentes à des indifférents. Toi, du moins, tu es quelqu'un que j'ai aimé, que je hais presque, quelqu'un qui me touche enfin. Eh bien, voyons, que vais-je te dire? Tout, je t'en prie.
Inutile, n'est-ce pas, de recommencer l'histoire de mes faits et gestes depuis ma sortie du couvent jusqu'à ton mariage. Tu en sais le détail, tu le savais du moins, car je ne pense pas qu'il t'en reste rien dans la tête, mais qu'importe. Au reste, tu ignores l'important. Les misères morales traînées pendant cette année de course à travers l'Europe et l'Amérique, au moment où, étouffé par mon silence sur tout cela, aussi lasse que je le suis aujourd'hui, je m'étais décidée à t'avouer la réalité de ma vie. Tu as cessé de m'écrire. Tu ne sais même pas comment c'est arrivé, ni quand. Je le sais, moi. Pendant tes fiançailles, tes lettres étaient devenues plus rares, plus brèves et tellement distraites. Et puis tu es parti en voyage de noces. C'est alors que j'ai fait la gaucherie de te raconter ma détresse. Tu n'as pas dû recevoir cette lettre-là, car dans un petit billet qui m'est arrivé un mois plus tard, tu n'y faisais même pas allusion. Tu te plaignais d'être sans nouvelles de moi, de manière à bien me persuader que si quelque chose t'était égal, c'était de savoir ce qui pouvait m'advenir. Oh, ne proteste pas, j'ai gardé le billet. Je te le montrerai si tu veux. Je l'ai ici, il fait partie des objets dont je ne me sépare jamais. Mais allons jusqu'au bout de cette fastidieuse explication. J'ai répondu par une absurde lettre désespérée dont les termes me font rougir d'humiliation lorsque j'y pense seulement. Cette lettre-là s'est-elle perdue encore, ou bien t'a-t-elle donné assez d'ennui pour que tu préfères l'oublier tout de suite? Le fait est que je n'ai plus reçu de toi que 3 lignes. J'ai compris que c'était fini, hein. Les désillusions que tu donnes sont singulièrement amères, plus peut-être encore que les espoirs n'étaient beaux, et pourtant, dis-moi, as-tu dupé encore beaucoup d'imbéciles? Je ne sais pas. Il me semble que c'est moi-même, moi seule, que j'ai déçu et dupé. Tu as raison. Les autres n'ont qu'à se défendre. Le fonctionnement de ta vitalité consiste à séduire et à oublier, ce n'est pas de ta faute, tu es ainsi. Cela fait partie de ton type, comme d'avoir les cheveux soyeux, mais tu as dû perfectionner ta manière de te promettre sans rien dire, seulement par l'ardeur douce de ton regard, l'artifice de ta sympathie soudaine qui semble te trouer le cœur pour jaillir sur qui souffre ou espère ta sympathie. Quelle admirable blague! Tout de suite épuisée, mais si vive pendant la seconde où elle dure, qu'on se persuade que l'existence entière va en être dorée, qu'on sera défendu de tout, puisqu'on aura l'appui d'un cœur sublime entre les cœurs, verseuse de filtres, qui, à l'analyse, ne sont que de l'eau claire, monstrueuse d'oiseaux bleus empaillés, pauvre petite. Tiens, voilà tes yeux d'autrefois, ces yeux qui font croire à une merveilleuse faculté de souffrir. Combien as-tu pris d'âme en peine avec ces yeux-là? Et toi, combien en as-tu blessé avec ta cruauté? Oh, je n'ai eu à me plaindre d'aucune autre trahison. Tu m'as été une leçon suffisante. Pourtant, je n'ai pas été juste envers toi en te haïssant, comme si tu étais responsable. Tu as dit un mot excellent tout à l'heure. Tu es la dupe de toi-même. Tu ne prémédites pas de décevoir en faisant virer le miroir à alouette de ta sensibilité. On t'imagine impatiente de te donner, tu n'es qu'à vite de prendre, et comme tes mains ne peuvent tenir tout ce qu'un moment tu as souhaité, tu jettes là tes prises pour de plus nouvelles. J'ignorais cela quand je me suis attachée à toi. Ensuite même, je ne comprenais pas. Ce n'est qu'hier que je t'ai deviné, quand je t'ai vu avec ce regard qui brûlait, secoué par la musique comme tu l'aurais pu être par un drame réel, si distraite de notre passé, si peu désireuse d'y revenir, ne trouvant pas un mot pour excuser ton oubli, préoccupée seulement de définir le trouble de tes nerfs crispés de passion sans objet, la sorte de passion de ceux qui ne peuvent aimer qu'eux-mêmes, et si mal. Pourquoi ne réponds-tu rien? Que pourrais-je répondre? Je sens ma faute. Tu te venges, c'est juste.
Tu me montres un moi que j'ignore. À force d'injures, tu me feras peut-être découvrir ma propre réalité. Seulement, comme ça fait mal. Pauvre Jacques. Mais non, tu es de l'heureuse race des vainqueurs, qui sont forts de l'ignorance d'eux-mêmes. Si l'illusion que tu donnes est si active, c'est que tu la partages. À te connaître, tu perdrais en partie le don de te faire adorer, ce serait fâcheux. Ça m'amuse de me rappeler l'admiration que tu m'inspirais jadis. Quelle sottise. J'aurais pourtant dû te deviner, c'était facile. Quand, d'où je suis, je regarde les petites histoires de ta vie de fillette. Je t'y trouve tout entière. À 15 ans, tu étais déjà l'éternelle désireuse qui jamais ne réalise, la curieuse de ce que cache le rideau baissé, la porte close. Et te souviens-tu? Je t'appelais mademoiselle Projet. Que de choses tu devais toujours faire le lendemain, des réformes de caractère, des abattages de travail. Je me moquais un peu, oh bien peu, de la ferveur de tes résolutions. Au fond de moi, j'y croyais. Je croyais à toutes tes paroles. Je vois encore les 6 mois pendant lesquels tu t'es destinée à la carrière de la sainteté. Quelle belle ardeur! Après ça, tu as cru à ta vocation de pianiste. Tu faisais 4 heures de gamme chaque jour et tu ne mettais plus les pieds à la chapelle. Et tiens, je me rappelle aussi cette manie tellement significative que tu avais de toujours fixer au premier jour du mois suivant les débuts d'une vie complètement différente par l'acte et le vouloir et bien entendu toutes de perfection. En ce moment même où tu as l'air attentif et malheureux et passionné, un air qui te va délicieusement, tu peux m'en croire. Je suis sûre que tu n'entends presque rien de ce que je te dis, et que tu es occupé à bâtir un système d'existence qui datera de notre conversation, et où cette fois, mais là pour de bon, tout sera changé. Avoue que je ne me trompe pas. Peut-être. Il vient fatalement une heure où tout change, comme tu dis. Pourquoi ne serait-ce pas celle-ci? Ta dureté agit sur moi autrement que tu ne penses. Tu ne m'aimes plus du tout? Non. L'espèce de détestable plaisir que je prends à te parler ainsi vient d'une sorte de mémoire automatique de mon cœur. Mais tu le vois bien, je n'ai aucune émotion, non rien, c'est fini. À quoi penses-tu? Je pense à ce que j'aurais pu être et à ce que je suis. Désires-tu encore parler de moi? Non, ça nous blesse autant l'une que l'autre et si inutilement. Alors, dis-moi ce que tu me racontais dans ces lettres que je n'ai jamais reçues. Tu te rappelles bien que ma mère s'était remariée 2 ans avant notre sortie du couvent. Mais tu n'as jamais vu mon beau-père, n'est-ce pas? Moi non plus, je ne l'avais guère aperçu. Il ne venait pas au parloir. Et pendant ces 2 années-là, tu sais, maman a fait des tournées dans l'Amérique du Sud. J'ai passé les vacances à Würzburg, chez une vieille cousine, tout ce qui me reste de famille. Oui, je me souviens. Et aussi de l'antipathie que je sentais en toi pour ton beau-père. Tu avais une manière de détourner la conversation chaque fois qu'on le nommait. C'est vrai, je le haïssais instinctivement. Et j'avais raison. Je l'ai vérifié en quelques semaines de vie commune avec ce drôle. Il était du reste très banal dans son ignominie, le type classique de l'homme entretenu. Plus jeune que ma mère, naturellement, beau, d'une grotesque beauté, chevelu, avec des prunelles énormes et trop luisantes, des dents trop blanches, et qu'il exhibait dans un incessant sourire de fatuité imbécile. On avait envie de les lui casser dans la bouche d'un coup de poing. Il tirait vanité d'une espèce de nom d'aristocratie rastaquaire, il était bête avec ça. Mais d'une finesse de valet vicieux, complet enfin. Ma mère l'adorait. Il la grugeait, la trompait. Hein, les pauvres folles que sont les femmes, elle en était jalouse, comme on est jalouse à 40 ans. J'ai compris tout cela immédiatement. Et comment aurais-je pu ne pas comprendre? J'assistais à des scènes qui m'éclaboussaient le cœur, comme c'était atroce.
Maman, qui gagnait beaucoup d'argent, se débattait dans la dette. C'était incessamment des reproches furieux, des cris, puis des pardons après les insultes, des recommencements de lune de miel, les yeux encore enflés par les larmes de la veille. Enfin, l'histoire de ces ménages-là. Pendant 3 ans, j'ai reçu des confidences torturantes et sans pudeur. J'ai su ce que c'est qu'avoir honte du sang qu'on a dans les veines. J'avais tout de suite résolu de me faire une indépendance, et je me tenais à l'écart le plus possible, travaillant 10 heures par jour, enfermée dans la chambre d'hôtel, sans cesse différente, qui était pour moi l'asile. J'étais déjà bonne musicienne quand nous nous sommes quittés. Tu te souviens du brave père Schwab et de ses pronostics sur mon avenir d'artiste? Il m'a rendu de bien grands services en me forçant à faire de la fugue et du contrepoint. Je me suis acharnée à tirer un talent sérieux de ma gentille facilité de violoniste. J'aurais pu chanter, mais j'ai horreur du théâtre, et le métier lui-même me répugne. Chanter, n'est-ce pas, c'est se pâmer d'extase pour l'amour réalisé ou bramer de désespoir pour de l'amour perdu, et le meilleur résultat du plus grand talent, c'est d'exciter la sensualité des écouteurs. Quel dégoût j'ai de cela! Jamais je n'ai pu m'accoutumer à entendre ma mère en public. Et pourtant elle avait du génie. J'aurais mieux aimé me prostituer que de me faire ainsi l'incitatrice de ces saletés. C'eût été plus courageux, plus sincère et moralement équivalent. Après 2 ans d'études, j'avais acquis une certaine virtuosité, de l'érudit musicale et un peu de style. Arak, le maître avec qui je travaillais chaque fois que nos pérégrinations nous ramenaient en Allemagne, m'a fait entendre chez lui à des artistes. Tous m'ont conseillé d'aborder le public. C'était à Berlin. D'abord, ma mère n'a pas voulu me le permettre. Elle était si chimérique, elle se persuadait que la destinée me réservait un mari de grande naissance et d'ailleurs chargé de millions, pauvre femme. C'est mon beau-père qui l'a décidé. Il goûtait fort l'idée que nous fussions deux pour rapporter de l'argent à la maison. Le succès a été rapide et d'assez bonne qualité. J'ai eu des concerts, des séances de quatuor et des leçons. D'abord, j'ai exercé mon industrie dans les endroits où ma mère avait des engagements. Puis, à 21 ans, j'ai pris ma liberté et voyagé seule. Je pouvais déjà gagner ma vie et même aider un peu maman quand les maîtresses et les bijoux de mon beau-père le mettaient à sec. Je n'étais pas bien gaie à cette époque-là, je t'en réponds. J'avais le cœur fermé, dur et douloureux. Tout m'avait tellement blessée. Ton abandon, la déchéance morale de ma pauvre mère, et puis, comme je souffrais d'être une femme, comprends-tu, mépriser si furieusement la lâcheté de la femelle, son asservissement à l'homme, et se dire qu'on est bâti de même sorte que les autres, que peut-être quelque jour on trouvera tout à coup en soi, parlant haut, un de ces mouvements impérieux des bas instincts qui tarent les autres. Vivre dans la peur, l'horreur, le dégoût de cela, quelle rage je mâchais dans ma solitude. On te faisait la cour, naturellement. Tu es si belle. Quelle cour, oui. On m'a offert de l'argent. Des hommes m'ont regardé avec de sales yeux de désir, leur désir. Ah, j'en connais. Les mimiques équivoques, le masque sentimental, je sais si bien. Ils m'ont révélé la grotesque abjection de ce qu'ils appellent l'amour, et que toutes vous êtes si fières d'inspirer. Voilà comment on devient féministe, dit Jacqueline, avec un sourire hésitant. Voilà surtout comment on apprend à devenir libre. Pauvre chérie. Il y a 3 ans, ma mère est morte. Tu as dû lire ça dans les journaux. Elle allait à Milan pour chanter Iseux. Elle a été broyée dans un déraillement de train. J'étais à Pétersbourg. Je n'ai même pas pu assister à l'enterrement. Nous étions séparés depuis des mois. Je l'avais quittée sur une scène pénible. Ça a été abominable de ne pas la revoir, de ne pas même l'embrasser morte. Toute ma rancune s'en était allée. Je n'avais plus que de l'amour pour elle, une pitié ardente, et aussi le remords de ma dureté. Quel droit avais-je de la juger? Est-ce qu'on juge ce qui souffre? Comme je souhaitais la venger. Je crois que j'aurais tué mon beau-père avec plaisir. Il a dû pressentir mes dispositions, car il ne s'est plus trouvé sur mon chemin. Je ne sais pas où il est, ni à quelle sorte d'infamie il s'adonne maintenant pour subvenir au confortable de sa vie.
Après tout cela, j'ai passé quelques mois dans un état de folie qui devait se deviner, car j'ai vu quelquefois de la peur dans les yeux des gens auxquels je parlais. J'avais un désir de mort qui, d'abord intermittent et insidieux, s'était installé en préoccupation constante, maniaque et passionnée, pourrait-on dire. À un moment, c'est devenu tellement irrésistible. J'étais à Paris. Arak m'avait amené avec lui pour jouer les derniers quatuors de Beethoven. Je hais Paris. C'est de toutes les villes celle où l'esclavage de la femme, à sa forme la plus révoltante de satisfaction, paraît. Arak, retourné à Berlin, je restai seule. Aucun engagement ne m'appelait. J'avais la tête perdue, c'était horrible. Je lutte entre le vertige de la mort et cet ignoble goût de vivre qui persiste. J'ai eu un moment de lâcheté, un désir frénétique de te voir. Il me semblait que, rien qu'à regarder ta figure qui m'avait représenté la paix et l'espoir aux heures de ma jeunesse, je trouverais un répit. Je suis allée chez toi, tu venais de partir pour le midi. C'était comme une réponse du destin. Cela voulait dire que décidément, il ne restait plus pour moi rien à faire parmi les vivants. J'errais la nuit dans les rues jusqu'à ce que l'excès de la fatigue abattît mon angoisse. Le soir de ce jour, où j'avais inutilement sonné à ta porte, je suis descendue sur la berge de la Seine. J'étais bien décidée. Pourtant, arrivé là, j'ai eu encore une révolte contre mon désir et mon vouloir. Il faisait froid. Une de ces nuits de clarté et de sécheresse vive qui donnent envie de marcher allègrement en respirant jusqu'au fond des poumons le gel de l'air. De minute en minute, je devenais plus tranquille, plus implacablement résolue. Je sentais cette chose formidable que l'on ne comprend guère sans l'avoir éprouvée. J'allais pouvoir mourir. Je m'apaisais merveilleusement. Il me venait un plaisir hautain de la certitude de ma liberté, de la pensée goguenarde que tout à l'heure j'échapperais, que je serais la plus forte. Je flânais mon agonie et mes nerfs surexcités me faisaient une jouissance fine et prolongée de chaque impression. Le goût de l'air, aromatisé par l'eau, la beauté du paysage de pierre, si serein, d'une telle douceur grave, sculptée contre le ciel par la pleine lune, tout cela entrait en moi à la manière de certaines phrases musicales richement harmonisées, comme on a peine à croire. Lorsqu'on regarde les villes apaisées dans la nuit, que derrière ces façades purifiées par l'ombre, les êtres continuent à vivre leur infamie ou leur tourment. Tu fais une figure d'impatience. Tu trouves que mon histoire traîne sur du détail inutile. C'est que, vois-tu, ça a été la grande heure de mon existence, cette heure-là. Lorsque je l'évoque, chaque sensation ressuscite si impérieusement qu'il faut que je les accueille, que je les examine toutes l'une après l'autre comme des amis graves à qui l'on est reconnaissant. Mais c'est fini. Je vais dire les faits. Je m'étais arrêtée au bord de l'eau et je la regardais, ça file incroyablement vite, l'eau dans laquelle on va se noyer. C'est fascinant, hostile, d'une sorte de moquerie méchante qui donne le vertige. Mon calme avait cédé à une exaltation intense. Mes muscles essayaient le mouvement qui précipite le corps en avant. Et puis, je ne sais plus bien ce qui est arrivé. J'ai dû avoir un arrêt de la pensée, car il y a un vide dans ma mémoire, comme si j'avais dormi debout quelques instants. Le choc d'une terreur soudaine m'a restitué la conscience. J'ai tout à coup senti que, derrière moi, il y avait quelqu'un. J'étais à quelques secondes de la mort désirée, et l'idée qu'il y avait dans l'obscurité un être que je ne voyais pas m'a fait une peur folle. Je me suis retournée, on a bougé dans cette ombre. Une voix d'homme a dit: «Pourquoi voulez-vous mourir?» À l'instant même, ma peur est tombée.
Je suis restée immobile, gelée par une sensation indéfinissable. C'était de la honte, je crois, autre chose encore, je ne sais, mais si fort que mes jambes tremblaient. L'homme est venu plus près et, comme je ne répondais rien, il a dit: «Savez-vous qu'aucune souffrance ne légitime la désertion de la vie, tant qu'on garde la force de faire des œuvres de pitié?» Léonora se tut, le souffle accéléré, l'œil fixe. Elle regardait les lointains du parc. Qui était-ce? Interrogea madame Desmoustiers d'une voix pressante. Que faisait-il là? Mademoiselle Barodzy respira profondément, puis, avec un accent d'ironie triste, tu t'intéresses à l'aventure, dit-elle. Ça a l'air d'une fin de chapitre pour un roman feuilleton, n'est-ce pas? Qui c'était? Un prêtre, l'abbé Werner. Ce qu'il faisait là, il m'avait suivi. On a probablement une allure révélatrice quand on médite de se jeter à l'eau. La mienne l'avait frappé au moment où, sans que je l'aperçusse, nous nous croisions sur le pont. Il m'avait observé de loin, et lorsqu'il m'avait vu descendre à la Seine, ne doutant plus de mon intention, il était venu, voilà. 5 minutes après, nous remontions ensemble vers le quai, nous rentrions dans la lumière. Jusqu'à 3 heures du matin, j'ai marché près de lui, écoutant les choses qu'il disait. Ce qu'était le cœur de cet homme, nul autre que moi ne l'aura complètement su. Il avait le génie du dévouement, sa vaste culture, l'acuité de son intelligence ne gênaient pas, bien au contraire, le jeu prestigieux de son imagination. Ses idées se faisaient vision, il croyait à ses visions. Il avait un sens exaspéré de l'extra-naturel, et lorsqu'on vivait dans le rayonnement passionné de sa foi, on ne songeait guère à mettre en doute la certitude qu'il avait de son contact avec les choses de l'au-delà. Il fascinait la raison par la force inouïe de sa croyance, et sa volonté tendre avait une énergie irrésistible. Sa famille, les gens de sa profession le jugeaient à demi fou. Il était malade, en effet, malade de sa gigantesque bonté qui brisait en lui l'équilibre vital. Tu penseras peut-être que ce visionnaire, cet homme qui lisait les pensées les plus obscures, qui devinait le passé des êtres et apercevait nettement leur avenir, n'était en somme qu'un hystérique intelligent. Mais j'ai vu les prodiges de cette sensibilité lucide, et un tel diagnostic me semble un peu trop simpliste. Je préfère croire qu'il était de la race des héros et des saints, gens inexplicables, dont les actes ne correspondent jamais aux lois de l'intérêt individuel ni de l'instinct animal. Le soir de notre rencontre, il me l'a souvent répété, il avait été forcé de sortir de chez lui, bien qu'il fût souffrant. Une volonté despotique, étrangère à la sienne, le conduisait par les rues, le contraignant au chemin qu'il suivait. Il sentait qu'il allait vers une âme en douleur marquée pour lui. En m'apercevant, il avait été averti que j'étais celle-là. Tu trouves ces choses absurdes, sans doute? Oh non, non. Et qu'a-t-il fait pour toi ensuite? Il m'a instruite dans la science et la religion de la souffrance. Il m'a enseigné le chemin des taudis où on crève en silence, et celui des chambres élégantes où on s'enferme pour crier de désespoir. Pendant 2 ans, je l'ai de mon mieux aidé dans ses besognes de consolation et de rédemption. Je ne quittais plus Paris que pour donner des concerts. Il fallait de l'argent. Monsieur Werner avait eu une grosse fortune. Il ne lui en restait presque rien. Il donnait tout. J'ai vu bien des choses auprès de lui, bien des choses. J'ai vu comment l'excès de la souffrance physique
durcit les pauvres et les rend mauvais, comment l'excès de la souffrance morale pervertit les riches et les rend pires. J'ai comme touché avec mes doigts des fibres mises à nu par les passions que l'on rencontre au centre de toute misère. J'ai connu des femmes désagrégées par la tyrannie de l'homme, stupéfiées par la vanité comme par un toxique, abîmées par l'amour. J'ai souvent causé avec des prostituées, et parfois je les ai trouvées meilleures de cœur que les mondaines et bien plus innocentes. L'abbé Werner, dont il n'était jamais question, dans les endroits où la charité met des affiches et des drapeaux pour attirer les passants à des réunions de flirt, avait une clientèle immense et disparate de souffrants honteux. Ce n'était pas seulement du pain qu'on implorait de lui. Pour vaincre ma désespérance, il m'a envoyé vers les désespérés. J'ai compris quel sot orgueil cela est de bercer en soi une douleur qu'on imagine rare et précieuse, qu'il y a pire. Avec lui, j'ai tenté pour soulager les détresses de grands efforts, souvent inutiles. J'ai expérimenté l'ingratitude sous ses aspects brutaux et fourbes. J'avais des révoltes et des colères, lui jamais. Je n'ai pas une seule fois aperçu la mélancolie des désillusions sur le visage de cet être sublime. Il n'a pu m'enseigner le secret de son indulgence. Il y fallait son âme. Avoir sa bienfaisance ardente, subtile, savante, méconnue si souvent, mon mépris des hommes a grandi. Mais aussi, j'ai admis l'excuse qu'ils ont de mal faire, et je me suis persuadée qu'il faut secourir toujours et plaindre quand on peut. C'est le bonheur qui produit la bonté. Ceux qui demeurent bons dans la souffrance sont des saints, et ce n'est pas pour la sainteté que sont bâties nos carcasses avides et impatientes. Les cœurs et les consciences ne s'améliorent pas avec des conseils, ni même des exemples. Il leur faut de la joie. Et après, chérie, pourquoi te tais-tu? Je songe, cela me fait mal de dire le reste. N'importe, puisque j'ai eu la sottise de te parler de tout cela. Ma vie a été absorbée ainsi pendant 2 ans. Je n'étais en relation qu'avec des êtres qui avaient besoin qu'on soignât en eux de la maladie physique ou morale. Après nos travaux de la journée, nous nous réunissions souvent, monsieur Werner et moi, et nous causions dans la tranquillité de la nuit. Il semblait que les heures du jour ne nous appartinssent pas, mais à autrui, et que le soir venu nous rendit à notre amitié. Ces réunions-là payaient bien toutes les peines. Quand il était là de me dire les paroles merveilleuses qui m'incendiaient le cœur, il se taisait, je me mettais au piano. Pour lui seul au monde, j'ai chanté. Tandis qu'il m'écoutait, il lui arrivait d'entrer dans un état étrange. On eût dit que ses yeux ne voyaient plus les choses de la terre, il pâlissait extraordinairement. Son masque roidi s'ennoblissait comme celui des morts, dans une paix magnifique et terrible. Il venait de ce visage une émotion surhumaine dont j'étais transportée. Je me sentais le rejoindre hors de la vie, ma voix était comme du feu, et brûlait mes lèvres en y passant. Ai-je rêvé cela, était-ce réel? Souvent j'ai cru voir une lueur blanche flotter autour de cette figure d'extase. Il me semblait que si je cessais de chanter, je tomberais morte. Puis un moment venait où les larmes brisaient ma voix. Je partais alors très vite, sans lui parler, sans qu'il me vît, il était si loin, si loin. Léonora se dressa d'une impulsion violente, et les bras croisés, ses minces narines crispées par le rythme difficile de sa respiration, marcha de long en large devant Jacqueline, qui, immobile, les mains inertes, abandonnée sur ses genoux, la regardait. Et puis, Léo, dit-elle au moment où mademoiselle Barozzi s'arrêtait. Léonora vint se rasseoir auprès d'elle,
et d'un ton bref qui peu à peu s'échauffait, elle reprit. Il y a 18 mois, dans une mansarde où nous avions passé la nuit auprès d'une agonie, il a pris un refroidissement. Il était tuberculeux. Ça a marché très vite, quelques jours à peine. J'aurais tant voulu le soigner, avoir son dernier regard, lui dire avant qu'il partît que, quant à moi du moins, son œuvre n'avait pas été vaine. Mais sa sœur est venue s'installer auprès de lui à la première nouvelle de sa maladie, et elle n'a pas permis qu'on l'approchât. Lorsque, avec quelques-uns de ses pauvres, je suis entrée dans la chambre où il était déjà préparé pour le cercueil, je ne l'ai pas reconnu. Son visage, travaillé par la maladie et par la mort, avait pris une expression d'ironie. Son cadavre semblait railler l'effort de sa vie. En ces quelques jours, il était devenu vieux. Quel âge avait-il? Demanda Jacqueline avec un regard vif, sitôt amorti. 30 ans. Attends-moi là, veux-tu? Je vais marcher un peu. Pendant qu'elle allait de son pas rapide et libre dans le chemin qui cerclait la pièce d'eau, madame Desmoustiers l'examinait. Elle restait troublée des rudes paroles de Léonora. Sous toute cette emphase, n'y avait-il pas une précise armature de vérité? Se pouvait-il qu'elle fût la fragile veine mauvaise que Léonora décrivait en l'insultant? Et elle-même, Léonora, quelle femme était-ce? Jacqueline ne retrouvait plus rien de l'amie qu'elle croyait connaître comme un conte souvent relu aux heures de l'enfance où l'attention est vive. La discordance si évidente entre le tempérament et la volonté qui apparaissait en mademoiselle Barozzi inquiétait son jugement. Cette beauté d'un caractère presque théâtral, cette véhémence passionnée, l'accent déclamatoire, tout le romanesque des façons de dire, de l'attitude, étaient en antagonisme si évident avec ce qu'elle cherchait à faire croire d'elle-même. Mentait-elle ou bien était-ce totale ignorance de son vrai personnage? Debout, immobile un instant, Léonora se découpait sur le fond des feuillages. Mince, vigoureuse, d'une ligne fière, sa petite tête dressée sur son col haut, elle avait dans la simplicité de son attitude un style naturel d'héroïsme et d'orgueil. C'était Diane irritée, la Valcure savante et terrible. Cette hautaine fille commandait un destin bizarre. Rien des douces médiocrités qui composent l'harmonieux bonheur de femmes bien exercées à leur rôle ne convenait pour elle. Quel ton d'ardeur en disant son amitié pour l'homme extraordinaire si étrangement surgi dans l'heure du désespoir. Comme on devinait l'intensité des joies mentales où ensemble ils avaient communié. Jacqueline songeait à sa propre existence. Quelle misère! Tout ce qu'elle avait éprouvé s'avilissait d'être comparé aux extases du dévouement mystique que Léonora avait fait entrevoir. C'était la vivre au moins. Et elle, avait-elle aimé seulement? Ah, aimer, aimer. Elle trouvait un plaisir pénible à demeurer ainsi, sans faire un mouvement, tandis que ses artères battaient, que son exaltation silencieuse allait croissant. Tout à coup, elle eut un sursaut d'énergie et, dans sa pensée plus active, le souvenir s'imposa d'un incendie qu'elle s'était arrêtée à regarder du bord de la route où elle passait à cheval. La nappe de feu montait d'un amas de maisons vers le ciel. Un coup de vent avait fendu la flamme haute et dans la déchirure un soudain paysage était apparu. Des arbres, un clocher fin, pourpré par le feu. Elle comprit pourquoi cette image lointaine revenait ainsi, et l'analogie la troubla. En elle aussi cela flambait, et dans l'écartement du brasier, elle distinguait une image ardente. Beau, dangereux, avec son regard inquiet, son âme secrète,
L'homme dont elle ne savait rien, pas même si elle l'aimait, l'homme auprès de qui elle avait vécu 8 années sans chercher à lire en sa pensée. Elle se sentit sur le point de pénétrer le sens de l'angoisse inexpliquée qui depuis la veille l'habitait et, se levant d'un mouvement robuste, elle marcha vers son amie. Pâle et soucieuse, mademoiselle Barozzi regardait l'eau du bassin encombré de grasse végétation. Quand elle fut tout près, d'un geste timide, madame Desmoustiers lui toucha le bras. « Léo, j'ai compris, je crois, les choses que tu m'as dites. Le grand destin des êtres, c'est le dévouement. Et le moyen de vivre noblement, utilement, magnifiquement, c'est l'amour, n'est-ce pas ?» Elle parlait d'une voix contenue, car l'insouciance radieuse du matin d'été lui paraissait hostile à sa grave émotion. Mademoiselle Barozzi releva la tête et la regarda profondément. « Oui, l'amour qu'on donne, pas celui qu'on veut inspirer, » répondit-elle lentement. Et, détournant ses yeux des yeux trop lucides, Jacqueline rougit. 3. Maud Simpson et Monsieur Desmoustiers avaient rejoint les amis. Tous les 4 vinrent s'asseoir autour d'une table à nappe quadrillée de bleu et rouge. Des chopes en verre épais, pleines de la sombre bière bavaroise, le col délié d'une bouteille de vin du Rhin dressée sur un seau à glace, tentaient la soif. On attendait le déjeuner en causant par phrases interrompues. À terre, des plaques de soleil découpaient finement l'ombre des feuilles. Un rayon coulait entre 2 branches, touchant les cheveux de Jacqueline, mordait comme un bijou d'or clair le chignon couleur de marron d'Inde. De là, le rayon filant au bord d'un verre y faisait pétiller un minuscule brasier prismatique. La chaleur moite de midi épandait de la paresse. Jacqueline, visiblement distraite des propos qui s'échangeaient, observait André. Il était joyeux et agité, s'inquiétait à tout moment du déjeuner lent à venir, tournait sans cesse la tête dans la direction de la bâtisse où s'élaborait le repas, manifestait la crainte de rentrer à Bayreuth trop tard pour le premier acte du crépuscule, faisait un compliment à sa femme sur son chapeau, jetait une taquinerie à madame Simpson. Son attitude aisée, la maîtrise qu'il apportait à exécuter les petits actes de la vie frappait Jacqueline. Il avait les façons de despotisme câlin des hommes à qui leur admiration de la femme confère des droits sur elle. En glissant un tabouret sous un soulier, il paraissait se dévouer tout entier. Pourtant, une nuance de raillerie permanente certifiait qu'il n'était le captif durable de rien. Sa grâce facile n'eût suggéré que l'idée du plaisir insoucieux, sans l'inquiétude qui vibrait toujours dans ses yeux verts. D'où lui venait cette expression qui, Jacqueline, par un effort de mémoire, venait de le découvrir, ne le quittait jamais. Rien dans la vie ne lui opposait de résistance. Il choisissait toujours son bon plaisir, ne faisait pas ce qui l'ennuyait, ignorait la contrainte et mettait un art incomparable à glisser hors de toute tristesse. Cultivé, curieux, il prenait un agrément égal aux œuvres d'art, à la comédie sociale, à l'amitié épidermique, maniait les grands problèmes de la pensée comme un journal, rapidement lu et dont les nouvelles divertissent un moment, goûtait en connaisseur les joies de la beauté et celles aussi que donne le ridicule. Chaque circonstance dans le milieu plaisant et varié qu'il s'était fait lui fournissait la matière d'un amusement. Mais tout cela n'était bon
que pour les surfaces de son intelligence. Avec quoi s'alimentait le besoin d'émotion qu'il avait certainement comme tous les êtres richement organisés? Quelque chose devait manquer à sa vie profonde. Cela suffisait peut-être à expliquer l'inquiétude de ses yeux, cette étrange inquiétude qui était toujours là, toujours. En ce moment, il avait un air d'impatience. On eût dit que, requis ailleurs par un devoir pressant, il s'irritait à voir grandir son retard. Cependant, il n'avait qu'à flâner dans ce parc. C'était lui qui avait organisé ce déjeuner. Il devait y trouver de l'agrément. Mais, rejoignant d'autres circonstances, Jacqueline confirmait plus fortement sa notion nouvelle. Il était toujours ainsi, pressé d'arriver et à peine arrivé, désireux de partir. Les amusements les plus désirés lui semblaient durer trop. L'omelette parut. André l'accueillit avec des exclamations blagueuses mêlées de français et d'allemand, et qui jetèrent dans une confusion rougissante et charmée la grosse fille à hanches en bourrelet et à joues pailletées de taches de rousseur qui apportait le plat. Puis M. Desmoustiers s'occupa de servir les 3 femmes. C'est la joie de la nourriture prochaine qui vous donne envie de rire, Jacqueline, dit-il, en mettant un morceau d'omelette sur l'assiette de sa femme. Non, c'est vous, dit-elle gentiment. Vous avez l'air d'un dompteur affable qui nourrit ses fauves. Affable peut-être, dompteur certainement pas pour les fauves. Je n'ose dire le fond de ma pensée, répondit André. Puis, versant du Rudesheimer dans le verre de Léonora, Mademoiselle, j'ai causé de vous ce matin avec quelqu'un qui vous admire fort, Hans Hauer, un très excellent homme et, sans contredit, le meilleur critique musical de ce pays-ci.